Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Si vous pouvez nous le dire dans le chat. Parfait. Bienvenue à tous du coup pour notre webinaire aujourd'hui sur la création d'entreprise. On est ravis du coup de tous vous avoir aussi nombreux. Je vais démarrer du coup par me présenter. Donc je m'appelle Kevin Trupiano, je suis responsable du pôle immatriculation de société chez Legal Start et je suis en compagnie du coup de mon collègue Paul. Enchanté, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Paul Baudouin, je suis juriste chez Legal Start. Et alors, on va essayer de. On prévient que le son est peut-être saccadé. Ouais, le son a l'air de crépiter. Le son grésille. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux peut-être là? Résonance. Ça grésille pas mal. Ouais. Active ton son, toi. Et là, du coup, Paul, ça va? C'est bon, c'est parfait. Ça a l'air. Oui, c'est mieux. Le problème était mon micro, du coup. Voilà, c'est parfait. Voilà. Ça a l'air mieux. Alors, comme je vous le disais, alors peut-être que je vais te présenter. Oui, voilà, peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Donc, je m'appelle Kevin Trupiano. Je suis ravi d'être ici pour vous présenter la création d'entreprise. Et je suis du coup responsable des immatriculations de sociétés chez Legal Start. Donc, je peux avoir quelques petits tips pour vous. Et alors, moi, je suis Paul Baudouin. Je suis juriste chez Legal Start Pro. Et je réalise aussi assez souvent des immatriculations. Donc, je vais pouvoir assister Kevin et répondre à un maximum de questions en espérant vous éclairer. Voilà, merci beaucoup, Paul, du coup, je t'en prie, d'être présent. Pour vous présenter, du coup, Legal Start, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, on a vocation avant tout à être une boîte à outils administrative pour les entrepreneurs français et proposer, du coup, toutes les formalités qui peuvent être utiles à un entrepreneur. Ça nous a permis d'accompagner, du coup, plus de 200 000 entrepreneurs pour environ 1000 démarches à la semaine, ce qui en fait beaucoup, et dans plus de 300 secteurs d'activité différents. Tout type de formalités, on peut proposer un accompagnement sur des immatriculations, des modifications statutaires, des approbations de comptes. On veut vraiment pouvoir offrir le plus vaste étendue de services à nos clients et aux autres entrepreneurs en France. Aujourd'hui, du coup, nous allons principalement vous parler du coup de la création d'entreprise. Pour ça, on va aborder plusieurs sujets qu'on va voir du coup ensemble avec Paul. Et à la fin, on vous laissera du coup poser vos questions. N'hésitez pas à utiliser le petit onglet questions qui est juste à côté du chat. Et à la fin, on pourra du coup directement y répondre ensemble. Alors, je laisse la parole à Paul. Du coup. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la première partie. Donc, quelle forme juridique adopter pour créer une société, une entreprise? Alors, on a essayé de lister de manière assez, on va dire, intelligible et claire pour voir les caractéristiques les plus avantageuses pour que vous puissiez créer votre société. Alors, on va commencer par, comme vous pouvez le voir, l'onglet responsabilité des dirigeants, qui est en effet une partie assez importante et qui intéresse beaucoup de gens pour votre sécurité pour la suite. Alors, comme vous pouvez le voir, on a listé 3 formes de ce qu'on appelle des formes sociales, des manières d'exercer votre entreprise. Donc, il y a ce qu'on appelle les SAS ou les SASU. Il s'agit des sociétés par action simplifiées. Cette dernière peut s'exercer aussi bien à plusieurs ou avec un seul associé. C'est pour ça qu'il y a le deuxième, l'intitulé SASU, qui veut dire unipersonnel. Alors, la particularité de cette forme, comme vous pouvez le voir avec le petit onglet, c'est que tous les apports que vous allez mettre dans cette société vont seulement être les points, les éléments de votre patrimoine qui pourront être, on va dire, qui vont être sujets aux créances et qui pourront être engagés par vos créanciers. Par contre, tout ce qui ne fait pas partie de cet apport, tout l'argent que vous n'avez pas mis et qui reste dans votre patrimoine personnel ne sera absolument pas affecté, ce qui est quand même bon à savoir. Ensuite, vous avez juste en dessous, donc la SARL et le URL, c'est le même principe. Il s'agit de la société à responsabilité limitée et le URL est simplement la forme unipersonnelle, donc avec un seul associé. Donc, les avantages de ces deux formes, comme je vous l'ai dit, c'est de limiter vos apports, le risque lié à vos apports, en choisissant précisément ce que vous voulez mettre dans la société. Ensuite, vous avez en dessous ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat, donc je pense que beaucoup connaissent.
mais qui, par contre, pour le coup, ne garantit pas cette protection. Car en effet, les deux formes que je vous ai précisées avant supposent d'avoir une société et donc qui a sa propre personnalité, ce qu'on appelle sa personnalité morale, et qui permet donc de protéger l'associé qui va déposer des fonds ou un bien. Mais dans l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de personne morale, donc c'est directement votre patrimoine qui peut être sujet aux créances. Et malheureusement, quand les choses ne se passent pas forcément bien et qu'on va trop vite, on peut se retrouver avec quelques dettes et qui affectent notre patrimoine. Donc on va passer ensuite à ce qu'on appelle la facilité de création, ce qui est assez important, puisqu'on a remarqué auprès de nos services que ce qui compte pour vous, c'est de pouvoir commencer rapidement, d'obtenir les documents, on va dire, le plus rapidement possible pour pouvoir commencer à exercer. Et c'est justement ce que permet la SAS et la SARL. Et pour le coup, ce qui va changer par rapport à avant, c'est que l'auto-entrepreneuriat, on l'a d'autant plus vite. C'est une des formes qu'on peut créer le plus facilement, le plus rapidement, et qui permet d'exercer le plus vite possible. Et inversement, vous pouvez voir qu'on a mentionné aussi la dissolution, donc la fin de vie de cette société, lorsqu'on veut arrêter. Et pour le coup, l'auto-entrepreneuriat se crée facilement, mais se dissout aussi très facilement, ce qui est une bonne chose pour passer à autre chose et continuer à avancer. L'autre point, il s'agit de la facilité d'entrée et de sortie des associés, ce qui est un point assez important pour beaucoup, puisque la vie dans la société est parfois faite des aléas et certains peuvent choisir de partir, ou des sociétés qui à l'origine étaient constituées d'un seul associé peuvent désirer réaliser des levées de fonds et dans ce cas-là faire rentrer des nouveaux associés. Et c'est vrai que c'est embêtant dans ces cas-là d'être sujet à des contraintes administratives et de devoir passer par certaines décessions, toutes ces procédures qui peuvent être fastidieuses et qui peuvent mettre du temps. Et ce que permet, donc là, comme vous pouvez le voir, la SAS et la SASU, qui permettent par exemple de faire entrer librement des nouveaux associés ou inversement d'en faire sortir librement, ce qui est avantageux. Dans la SARL, c'est également majoritairement le cas. Et par contre, dans l'auto-entrepreneuriat, évidemment, vous êtes tout seul, donc cette question ne se pose pas. Donc c'est terminé pour la partie les formes juridiques. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie que Kevin va vous présenter. Voilà, donc maintenant, on va parler du capital social. On a remarqué, c'est une question qui revient extrêmement souvent de la part de nos clients. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de fausses informations ou d'idées reçues qui circulent autour du capital social. Tout d'abord, comment déterminer le montant du capital social? Il est important de noter qu'il n'existe pas véritablement de montant minimum ou de montant minimum en fonction de votre activité. Vous pouvez avoir un capital social à 1 euro. C'est même quelque chose qui est tout à fait commun. Mais comment décider du coup du montant qu'on va affecter à son capital social? Ça va poser la question en fait de qu'est-ce que représente le capital social? Principalement, le capital social d'une société, ça sert à donner confiance à vos partenaires ou à faire passer un message envers vos partenaires. Quand je parle de partenaires, je parle notamment également de vos clients, vos fournisseurs, les personnes avec lesquelles vous allez souvent interagir dans le cadre de la société. Donc, ça va véritablement dépendre de votre activité. Dans certains cas, il est utile d'avoir un fort capital social pour renvoyer justement cette image de confiance. Mais pour certaines activités, ça va être moins nécessaire. Je m'explique. Si par exemple, vous avez une société où la véritable valeur ajoutée de cette société-là, c'est vos connaissances, votre savoir-faire. Là, dans ce cas-là, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'avoir un capital qui est élevé. Si par exemple, vous avez une activité de prestation de service, la valeur de votre société, elle ne réside pas du coup dans votre fiabilité financière, elle réside dans la prestation que vous êtes en mesure de délivrer. Il est tout à fait courant pour des sociétés qui font de la prestation de service d'avoir un capital social à 1 euro, 10 euros ou 100 euros. À l'inverse, si par exemple vous êtes dans une activité d'import-export ou de construction, là vous aurez intérêt à avoir un capital qui est élevé puisque vous avez besoin de pouvoir donner cette image de fiabilité financière à vos fournisseurs, à vos clients, avec toutes les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir interagir. Donc ça va vraiment être du cas par cas, du sur-mesure, en fonction de vos besoins et en fonction de votre projet. Pour les possibilités d'effectuer, de bloquer ce capital social-là, dans 99% des cas, c'est vraiment la grande majorité, la constitution du capital social va se faire en apport en numéraire. C'est-à-dire tout simplement une somme d'argent liquide qui est bloquée sur un compte destiné du coup à recevoir le capital social.
Toutefois, il est possible également de faire des apports qui sont dits en nature, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va apporter des biens à la société qui vont être évalués et qui vont donner du coup un montant de capital social. Vous pouvez donc librement évaluer en principe cet apport en nature si vous avez par exemple les différents justificatifs. Simplement, la loi va vous imposer de nommer un commissaire aux apports dans 2 cas. La loi va vous demander de nommer un commissaire aux apports qui va devoir rendre un rapport évaluant le montant de cet apport en nature. Si le montant de cet apport en nature est supérieur à 30 000 € ou si cet apport en nature constitue plus de 50% du capital social de la société. Donc, si par exemple vous aviez un capital social total à 100 €, mais que vous faites un apport en nature de 60 €, la loi va vous imposer de faire appel à un commissaire aux apports. Donc, ça peut être extrêmement contraignant et assez coûteux, le plus simple étant, et le plus courant, de le faire en numéraire. Pour la valeur nominale des actions de part sociale, puisque, je le rappelle, le capital social va être divisé en parts dans la société. Donc, on parle de titres de la société. Ces titres-là vont donner un pourcentage de détention dans la société et vont définir du coup les capacités de prise de décision, de contrôle que vous avez sur la société elle-même. Si vous avez par exemple 60% de parts d'une société, dans ce cas-là, vous serez majoritaire aux différentes assemblées et en fonction des règles de majorité, vous aurez du coup un fort pouvoir de contrôle sur la société. La valeur de cette part-là, elle peut être librement fixée, c'est-à-dire que vous pouvez décider de diviser votre capital social de 100 € en 100 parts de 1 € ou bien en 1000 parts de 10 centimes, etc., etc. Plus la valeur de part est faible, plus vous avez un capital social qui est malléable, qui est facilement cessible, parce que, exemple très concret, si par exemple vous avez un capital social de 100 €, mais avec une valeur de part, une seule part à 100 €, il vous sera très difficile de céder vos parts sociales. Puisque là, vous ne pourrez pas facilement le diviser, ou même si vous avez 2 parts de 50 € pour un capital social total à 100 €, vous ne pourrez du coup que diviser par 2 le capital social si vous faites rentrer un nouvel associé dans la société. Et là, ça peut être très problématique, surtout si vous vouliez pouvoir moduler plus facilement le contrôle qui serait attribué à un nouvel associé. Comme je l'ai expliqué, du coup, ça a des conséquences directes sur la gouvernance. C'est pour ça qu'il vous faut véritablement en amont, avant de lancer votre projet, réfléchir aux modalités de capital social que vous voulez donner, et notamment la répartition des parts et la valeur des parts, pour pouvoir prévoir sur l'avenir et anticiper d'éventuelles cessions ou entrées de nouveaux actionnaires. Très important de bien y réfléchir avant de se lancer. Alors maintenant, ça va être à mon tour. On va continuer. Donc maintenant qu'on a vu comment structurer le capital et mieux comprendre cette partie, on va passer à un autre point important, qui est d'ailleurs abordé dans quelques questions que je viens de lire, qui concerne donc la domiciliation d'entreprise et plus ou moins le siège social. Alors effectivement, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez, dans la grande majorité des cas, vous pouvez domicilier votre société chez vous, à votre domicile. C'est ce qui est le plus courant parce qu'on a forcément tous des documents à disposition, puisque dans le cadre des sociétés, il suffit simplement, par exemple, de pouvoir bénéficier de produire une facture à son nom. Certaines factures ne sont pas admises, mais une grande majorité sont admises. Donc, c'est des documents qu'on a tous et qui sont très faciles à fournir. Alors, évidemment, il faut faire attention à quelques points, puisqu'il arrive que la domiciliation ne soit pas possible. Alors, dans le cadre où vous êtes locataire, il peut arriver que le bail d'habitation stipule une clause qui empêche la domiciliation éventuelle d'une entreprise. Et vous ne pouvez pas le faire, ça risquerait évidemment de vous retomber dessus et ce n'est pas le but. L'autre souci qui arrive également souvent, c'est que s'il s'agit de votre domicile personnel, il est impossible que ce domicile reçoive du public ou emploie des personnes dans ce local. Ce n'est pas possible. Donc ce sont deux éléments à vérifier et surtout sur lesquels il faut être assez précis. L'autre possibilité que beaucoup connaissent, il s'agit de passer par un bail commercial. Donc, il y a deux possibilités. Il y a les baux entre guillemets classiques qui ont des durées en général de 9 ans. Mais il est tout à fait possible de mettre à disposition également ce qu'on appelle un bail précaire, d'occupation précaire. C'est également accepté. Et surtout, certains jouent sur cette nuance, c'est qu'il est possible de domicilier son entreprise dans un bail commercial qui désigne ce qu'on appelle l'établissement principal. Et il faut distinguer
parce que le greffe le distingue, il faut distinguer ce que l'on nomme le siège social de votre entreprise, mais l'établissement principal. L'établissement principal, c'est le lieu où va être exercée l'activité en telle qu'elle. Alors que le siège social, c'est simplement, aux yeux de l'administration, où est le domicile, entre guillemets, de votre société. Il existe une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le contrat de domiciliation, donc mis en place par des sociétés de domiciliation qui vous établissent dans un lieu. Alors, c'est des facilités, il y en a également beaucoup, puisqu'il y a certains atouts plutôt bénéfiques pour vous, c'est que c'est assez flexible, c'est très facile d'en créer un, ça peut durer autant de temps que vous le souhaitez, c'est souvent moins cher. Il y a la possibilité de bénéficier d'emplacements prestigieux beaucoup plus facilement, ce qui peut évidemment, quand on lance une société, une entreprise, être un atout de vente et de marketing. Et évidemment, le fait de déplacer tout ça, on va dire, dans un lieu précis, ça protège également votre vie privée. Et alors, comme autre élément pour le siège, alors je pense que vous aurez sûrement d'autres, j'ai vu passer des questions, on pourra y répondre par la suite à la fin de cette présentation. Je pense qu'il y a des questions assez précises et ça pourrait être bon de vous aider. Alors, pour enchaîner, nous allons passer à également un point, je pense, qui va être assez soulevé par la suite. Il s'agit du régime fiscal, parce qu'en effet, il existe plusieurs options possibles et il faut y faire attention puisque ça vous engage beaucoup. Alors, effectivement, il faut dissocier bien deux choses. C'est qu'il existe ce qu'on appelle, ce que tout le monde connaît, l'impôt sur le revenu et ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Le fait de créer une société permet de créer, comme il a été évoqué précédemment, de créer une personne morale différente de vous qui peut payer ses propres impôts dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que tous les résultats créés par la société seront imposés envers cette société et non pas envers vous. C'est ce qui permet, je vais faire étape par étape pour ne pas vous embrouiller. En tout cas, il faut savoir que ce choix doit être fait dès la création. Soit vous pouvez opter pour ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, pour que la société soit redevable, soit vous pouvez décider que chaque associé sera en effet imposable en fonction de son apport, par le biais de l'impôt sur le revenu. Et évidemment, comme chacun sait, l'impôt sur le revenu est évidemment à des tranches selon la masse imposée. Ça peut aller alors le taux le plus bas est à 11% et le taux le plus haut est à 45%. Et les tranches, vous pouvez les trouver facilement, mais disons qu'à partir d'un revenu supérieur à, alors je crois que c'est 58 000 €, on est déjà à 30%, alors que l'impôt sur les sociétés est à 28%. Donc, ce qui est un élément à prendre en compte. Ensuite, évidemment, au-delà de l'aspect fiscal, il faut aussi faire attention à tout ce qui relève de la TVA, car en effet, il existe différents régimes possibles. Donc, vous pouvez le voir sur la présentation, il est mentionné qu'il existe différentes formes de déclaration, trimestrielles, mensuelles, ce qui évidemment, selon la manière dont vous organisez, est des éléments à prendre en compte. Et surtout, il existe ce qu'on appelle la franchise en base, qui est en effet on va dire une facilité de caisse offerte par l'administration, qui permet en effet de ne pas facturer de TVA lorsque l'on réalise un chiffre d'affaires en dessous de certains seuils. Vous pouvez voir entre parenthèses les seuils donc ce qu'on appelle les BIC, BIC, c'est les bénéfices industriels et commerciaux. Donc en dessous de 85 800 €, il n'est pas nécessaire de déclarer la TVA. Et pour les bénéfices non commerciaux, on voit qu'il est de 34 400 €. Et donc c'est une véritable facilité, puisque lorsque, par exemple, vous allez réaliser des factures, vous n'allez pas mentionner la TVA sur ces factures. Vous allez simplement mentionner, hors taxe, votre prestation et en dessous que la TVA n'est pas applicable en vertu, alors je crois que c'est le 293B du Code général des impôts. Et tous ces éléments, évidemment, vous seront précisés. Voilà, juste par rapport au régime fiscal, vous le savez sans doute, mais c'est une question qui est extrêmement complexe et qui peut dépendre d'énormément de facteurs. On ne peut que vous recommander de faire appel à un avocat pour avoir véritablement un conseil dédié à votre situation, à votre activité et en fonction des besoins très précis de votre société et de votre projet. Maintenant, on va parler des dirigeants d'entreprise, puisqu'il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération. La première, donc, on va parler du B.A.B.A. Qui peut être dirigeant d'une société? Évidemment, il faut que vous soyez majeur et que vous soyez un majeur capable ou que vous soyez éventuellement un mineur émancipé.
Pour les mineurs émancipés, on vous demandera justement de pouvoir justifier de votre émancipation. Également, il vous faut rédiger du coup une déclaration de non-condamnation pour prouver que vous avez un casier judiciaire B1 qui est vierge. La question qu'on reçoit assez souvent de la part de nos clients, elle concerne la qualité en fonction de la nationalité du dirigeant, savoir si on peut être ou non dirigeant de société en France alors qu'on est non ressortissant de l'Union européenne. Si on est non ressortissant de l'Union européenne et qu'on a déclaré résider en France, il faudra fournir un titre de séjour. Et un titre de séjour avec des mentions qui vous permettent d'être dirigeant en France, puisqu'il existe différentes mentions sur les titres de séjour. Si vous avez par exemple uniquement un titre de séjour salarié, il vous sera impossible d'être dirigeant en France et d'être nommé par exemple président de SAS. Si par contre vous êtes non ressortissant de l'Union européenne et que vous ne déclarez pas vivre en France, dans ce cas, vous n'avez aucune obligation particulière. Vous pourrez simplement fournir le passeport du coup, de votre nationalité. Sur le dirigeant, il est à noter qu'on parle très souvent du cas du dirigeant qui est associé, mais il est tout à fait possible d'être dirigeant non associé de la société. En fait, le dirigeant, ça peut tout à fait être, et c'est ce qui est envisagé à la base dans la loi, être une personne tierce. Et donc, c'est un véritable contrat. C'est ce qu'on appelle un mandat social qui est conclu entre la société et la personne qui est dirigeant. Ce mandat, très généralement, ça va directement être des clauses qui sont prévues dans les statuts, mais ce mandat social va préciser toutes les modalités d'exercice de la fonction de dirigeant, donc de président, par exemple, de gérant de SARL et URL, et va du coup prévoir les modalités de rémunération, la fréquence des rémunérations, le montant, la révocation du dirigeant, quand est-ce qu'il peut être révoqué, dans quelles conditions, avec l'approbation de telle ou telle majorité, et également la nomination. Tout ça, ça va être prévu dans le mandat social, donc soit dans les statuts, soit dans un contrat de mandat social à part entière. Justement, ce contrat social, il peut prévoir une indemnisation s'il est passé du coup entre le dirigeant de la société, et notamment une indemnisation en cas de révocation du dirigeant ou de sa démission. Maintenant, on va parler des aides à la création d'entreprise. Là aussi, c'est un vaste sujet. On a déjà eu l'occasion de faire des webinaires uniquement sur ce sujet-là. Donc, je vais vraiment passer en aperçu les aides les plus courantes, ou en tout cas celles qui sont le plus souvent demandées par nos clients. Tout d'abord, il y a l'ACRE que la plupart des personnes connaissent. C'est une exonération partielle de charges sociales et qui peut être demandée par la grande majorité des entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs en France, c'est une demande qui est à effectuer, tandis que pour les sociétés commerciales, il n'y a aucune demande qui est à effectuer. Une loi a été passée, du coup, il me semble que c'était en 2018 ou 2019, qui rendait l'attribution de l'ACRE automatique tant que vous étiez dans les clous. Aucune demande à effectuer, par exemple, à l'URSSAF. Pour l'ARE, donc c'est l'aide au retour à l'emploi, donc c'est les allocations Pôle emploi. Vous pouvez bénéficier également d'un maintien de ces allocations chômage si vous devenez du coup dirigeant de société, si vous lancez votre projet. Il y a des critères du coup pour ce maintien de l'ARE qui sont à prendre en considération. Globalement, en fait, vous pouvez bénéficier du maintien de vos allocations, mais auxquelles sont déduites 70% de la rémunération à laquelle vous vous percevez en tant que dirigeant de société. Donc, c'est tout un calcul qui est à faire pour voir ce qui est plus avantageux pour vous entre cette option-là et la RCE que je vais vous présenter juste après. Mais le plus simple est de directement consulter votre conseiller Pôle emploi. Ils ont l'habitude de ce genre de demande. Ils ont l'habitude des personnes qui lancent un projet du coup entrepreneurial. Ils pourront très bien vous renseigner sur ce à quoi vous avez droit et ce qu'il est sans doute préférable de faire dans votre situation. Mais retenez que vous avez le maintien des allocations, moins 70% de la rémunération que vous percevez à travers la société. La RCE, par contre, c'est une autre possibilité qui est offerte aux demandeurs d'emploi. La RCE, c'est la possibilité de pouvoir bénéficier instantanément à la création d'une partie du montant total des ARE auxquels vous avez droit. Ça sera versé, du coup, c'est principalement pour pouvoir constituer votre capital social ou pour avoir un apport de liquidité important dès la création du projet. Et il me semble que c'est uniquement 70% du coup du montant total de l'ARE auquel vous avez droit. Donc, vous bénéficierez du coup de
une version réduite de votre capital allocation chômage, mais un capital du coup instantané que vous pourrez injecter dans la société. Effectivement, c'est 45%. Merci du coup pour la précision. Donc pareil, là-dessus, ça va être un calcul. Est-ce que vous préférez pouvoir continuer de bénéficier mois après mois de vos allocations chômage, ou est-ce que vous voulez pouvoir avoir cette liquidité directement pour le lancement de votre société, qui pourra par exemple vous permettre d'acheter du matériel, d'obtenir directement certaines subventions, lancer certains projets dès la création de la société. Il y a enfin une dernière offre qui est assez répandue. Donc là, ça va être pour les demandeurs d'emploi ou pour les personnes de moins de 26 ans, ou également certains autres critères, mais un petit peu plus de niche, c'est le NACRE. Le NACRE, c'est une véritable assistance pour l'entrepreneur français, une assistance du coup d'une administration qui va vous permettre, dans un premier temps, de vous aider à monter votre société. Donc, c'est-à-dire rédiger le business plan, réfléchir à quels sont du coup les éléments à prendre en compte, quelle est la forme sociale effectuée. Là, vous allez véritablement avoir une assistance matérielle sur la création et aussi du coup de vous accompagner sur cette création, bénéficier d'un prêt à taux zéro auprès de votre banque, selon certains critères évidemment, et du coup voilà, d'avoir cette aide pour le lancement de votre activité et même en amont sur la stratégie du coup de votre future société. Pour le NACRE, vous pouvez directement vous renseigner sur Internet pour connaître le centre le plus proche du coup pour obtenir des informations et être accompagné. On trouve assez facilement des informations sur le sujet sur Internet et n'hésitez pas du coup à aller dans les centres spécialisés pour pouvoir discuter avec un conseiller directement de la question. Donc voilà pour les différents points à prendre en compte sur la création de société. Je vais juste du coup vous présenter nous, notre produit, ce qu'on propose pour le lancement, si ça peut vous intéresser. On a d'ailleurs en ce moment en plus un code promotionnel dont on peut vous faire bénéficier pour vous aider du coup sur ces formalités-là. Si vous avez fait le travail en amont, que vous avez votre projet en tête, vous savez du coup quelle est la forme sociale que vous souhaitez sélectionner, ou même si par exemple vous n'avez pas d'informations, on peut vous assister là-dessus. Nous, ce qu'on cherche à proposer, c'est avant tout une démarche entièrement dématérialisée. Donc, c'est un questionnaire en ligne qui se remplit extrêmement vite, en 10 minutes, qui va vous demander les différentes informations sur votre société, qui va ensuite vous permettre de générer automatiquement tous les documents qui sont nécessaires à la création de la société ou à la création d'une auto-entreprise. Et un formaliste, du coup, va vous accompagner, va vérifier tous vos documents, va vérifier les informations que vous avez renseignées, voir s'il n'y aura pas de blocage auprès du greffe, si tout est cohérent, et s'occuper directement de l'immatriculation, de la création d'auto-entreprise auprès des différentes administrations. Cette offre, donc, elle est à partir de 69 € pour les auto-entreprises et à partir de 129 € hors taxe pour les créations de sociétés. Et en ce moment, comme je l'indiquais, du coup, on a un code promo pour la rentrée qui vous fait bénéficier de 10% sur nos frais de service. C'est le code rentrée 2021. Vous recevrez dans tous les cas la présentation, vous pourrez retrouver le code assez facilement. N'hésitez pas du coup, juste j'en profite, donc c'est mon équipe en plus qui s'en occupe. On a toute une équipe de formalistes qui sont à votre disposition pour vous aider lors de la création. Et n'hésitez pas également sur notre site à poser des questions ou même à regarder nos fiches pratiques. On a énormément de fiches pratiques sur les créations de sociétés, les auto-entreprises ou d'autres sujets, la dissolution, la liquidation. Vous pouvez trouver énormément d'informations du coup sur ces fiches pratiques. Maintenant, du coup, on va prendre un instant pour regarder un petit peu les questions de tout le monde et voir auxquelles on peut répondre. Alors, je crois que j'en ai vu une. Oui. Alors déjà, je réponds à Catherine Hervé sur « Vous avez des avocats pour nous accompagner dans le choix du régime fiscal ?» Effectivement, on peut vous mettre en relation avec des avocats spécialisés dans le domaine. Vous pouvez poser directement la question sur notre site. On sera ravis de pouvoir vous aider là-dessus. Je vais remonter vers le bas. Alors. Il y a une question qui peut être pas mal.
Vas-y. Alors, je me permets de répondre. Je pense que ça pourrait répondre. Alors, je pense que ça pourrait aider certains d'entre vous qui se posent la question. Pour Bruno Goldman, alors je vois qu'il se pose des questions par rapport à la durée. À combien de temps il peut obtenir notamment son CABIS dans le cadre d'une SASU pour commencer son activité début 2022. Alors, il faut savoir que tout se passe quand même assez vite. Dès lors que nos documents sont complets, que votre questionnaire est rempli et que vous avez fourni les bons justificatifs, nos services envoient immédiatement votre dossier auprès du greffe et on va dire que pour ne pas donner de fourchette trop courte, on va dire qu'en 7 jours, en une semaine, il est tout à fait concevable que votre société soit créée, que vous puissiez déjà obtenir votre CABIS, même moi en général, mais je préfère ne pas dire trop court. Alors, moi, j'ai une question de Michel Schmo qui nous demande: je souhaite créer ma société, un concept de restauration, cependant, je n'ai toujours pas trouvé le local et il me manque un fournisseur qui sera probablement trouvé dans les 3-4 semaines. Et ça renvoie du coup à une autre question qui était dans quel ordre faire la création de la société. Principalement, voilà, il y a un premier travail, comme je vous l'ai expliqué, qui va devoir se faire en amont, dans lequel vous allez devoir vous poser sur votre projet et réfléchir à la meilleure manière de le lancer et vous renseigner. Là-dessus, c'est véritablement un aspect, en fait, même commercial et marketing, qui est quelle est la demande à laquelle j'ai envie de répondre et est-ce que j'ai un marché suffisant pour pouvoir apporter une offre qui est intéressante financièrement pour moi. Ça va être la première étape, c'est réfléchir au projet. Ensuite, il vous faudra effectivement procéder à la recherche du local. Vous pouvez d'ores et déjà rentrer en discussion avec, par exemple, un bailleur pour un local commercial. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir une société qui est créée pour pouvoir signer un bail commercial. Vous pouvez très bien signer un bail commercial au nom d'une société qui est en cours de création ou bien, par exemple, prévoir une clause de substitution. Donc, vous la signez en votre nom personnel et une clause de substitution dans le bail va prévoir que la personne morale qui est en cours de création se substituera à vous en tant que personne physique une fois que la société sera créée. Une fois que du coup vous avez le local et que vous avez réfléchi à votre projet, il faudra aller voir la banque pour procéder du coup au dépôt du capital social. Vous avez l'obligation d'avoir l'attestation de dépôt du capital social avant de procéder à l'immatriculation de la société. Le greffe rejettera systématiquement le dossier si vous n'avez pas d'ores et déjà fait le dépôt de capital social. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous pouvez lancer les démarches au greffe. Vous pouvez envoyer la demande de création avec tous les documents, les statuts, etc., dont on peut vous assister, comme je le disais, pour la rédaction. Vous pouvez envoyer tous ces éléments au greffe, et là, le greffe acceptera le dossier, et vous recevrez votre CABIS qui marquera la création de votre société. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois beaucoup pour laquelle il y a des réponses à chaque fois. Alors là, je vois une question de Nova. Comme je ne suis pas encore propriétaire, est-ce légal de me domicilier chez mes parents qui le sont? Il vous est tout à fait possible d'indiquer que vous êtes, de déclarer du coup votre domicile et d'indiquer que vous êtes hébergé gratuitement par un proche. Dans ce cas-là, il faudra fournir une attestation d'hébergement de la part du proche qui vous héberge, en plus de l'attestation de domiciliation de la société que vous signez en tant que dirigeant et du justificatif de domiciliation qui sera donc au nom de votre hébergeur. Alors j'en profite, j'ai encore une question sur la domiciliation. De Valérie Provost. Domiciliation chez le dirigeant. Si je reçois des clients en coaching à mon domicile, est-ce que je peux quand même domicilier ma micro-entreprise? Le problème avec l'accueil de public, c'est que pour la plupart des communes, à moins que ce soit une très petite commune, mais là, dans ce cas-là, ce sera indiqué dans le PLU, pour la plupart des communes, vous ne pouvez pas domicilier la société à votre domicile personnel si vous accueillez du public. Il vous faudra nécessairement avoir un local, donc passer soit par un bail commercial, soit directement un local commercial dont vous êtes propriétaire. Alors, je vois également, je note qu'il y a eu 2 questions à ce sujet. Alors, je vais répondre à la dernière de Vincent Deruette, qui pose une question concernant la création d'un compte bancaire précis pour la société ou est-ce suffisant d'avoir son compte personnel? Alors effectivement, pour pouvoir créer une société, et c'est notamment pour ça que LegalStart apparaît comme une alternative très intéressante, c'est que nos outils peuvent générer en effet vos statuts qui vont être en effet demandés par la banque.
vous ne pouvez pas utiliser votre compte personnel pour pouvoir créer une société. Il faut créer un compte dédié à la société et vous devez créer ce compte avant d'avoir votre CABIS. Et en effet, la grande majorité des banques, on va dire toutes, vont vous demander un projet de vos statuts. Et les outils de Legal Start vous permettent donc de générer ces statuts et de fournir à la banque, qui pourra certifier que les fonds ont bien été déposés pour votre future société et vous pourrez obtenir votre CABIS. Oui, j'ai vu qu'il y avait du coup une question similaire au-dessus sur le capital social. Est-ce qu'on peut changer son capital social après son immatriculation? Oui, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle une réduction de capital social ou une augmentation de capital social. Simplement, ça implique des formalités supplémentaires. Ça implique notamment une modification des statuts et une approbation par procès-verbal d'assemblée générale de la part des associés des modalités du coup de cette augmentation ou de cette réduction. Ça peut être assez contraignant, ça peut être des formalités qui sont assez lourdes. Pareil, là-dessus, on propose un accompagnement, mais il y a forcément des frais de greffe importants qui sont à prévoir, qui sont, il me semble, d'environ 200 € à peu près, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est tout à fait possible de le changer après. Juste, il vaut mieux ne pas avoir à le faire pour éviter ces démarches supplémentaires. Et donc, dès le début, réfléchir à quel est le capital social que l'on souhaite voir perdurer dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je vois une question je crois que je l'ai aussi précédemment vu, de Zahara Abada, qui demande est-ce que les parts sont liées au montant apporté pour chaque associé? Alors, effectivement, votre rapport dans la société va dicter le nombre de parts que vous allez avoir. Alors après, tous ces éléments sont à régler avec éventuellement vos autres associés, mais effectivement, oui, vos parts vont être déterminées directement par les fonds que vous allez déposer et évidemment, selon l'apport et in fine les parts que vous aurez plus ou moins de poids dans la société et donc de risque. Alors, j'ai plusieurs questions sur les statuts et notamment notre offre à 129 €. Effectivement, ça comprend du coup la rédaction des statuts d'une SASU. En fait, on met en place donc un questionnaire qui vous pose toutes les questions sur les différentes modalités de votre société, les modalités sur les associés, sur la répartition des parts, sur le siège social, etc. Et c'est l'ensemble des réponses à ce questionnaire qui va vous générer des statuts validés par avocat qui contiendront toutes les particularités auxquelles vous avez fait part dans le cadre du questionnaire. Vous avez également la possibilité de pouvoir modifier à la main ces statuts qui sont générés par le questionnaire et de charger du coup une version entièrement sur mesure avec des clauses particulières. Alors, je vois également, j'ai vu 2 questions à ce sujet, de Julien Fénelon, qui pose une question par rapport à l'éventuel changement de forme sociale. Vous dites « Je souhaiterais démarrer mon activité en SASU, puis éventuellement 2 ans plus tard passer en SARL. Est-ce possible et pertinent ?» Alors effectivement, il est tout à fait possible de changer la forme de votre société, ce qu'on appelle la forme sociale. Au bout de 2 ans, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas vraiment de durée, c'est vraiment vous qui décidez. Il faut simplement toutefois répondre aux caractéristiques de la future forme. Il faut que vous puissiez répondre aux caractéristiques de la SARL. Et alors après, la question est-ce que c'est possible et pertinent? Alors pour le côté pertinent, alors je ne peux que vous inviter à vous renseigner auprès de nos avocats partenaires qui pourront d'ailleurs plus vous aiguiller et vous conseiller sur ce point-là. Une question de Vincent Deruette qui nous demande TVA franchise en base, est-ce valable sur les sociétés SAS et SARL ou uniquement pour le statut auto? Il est tout à fait possible d'opter pour le statut de la micro-entreprise qui vous permet d'avoir la TVA franchise en base, même si vous êtes dans le cadre d'une société commerciale de type SAS SASU ou SARL EURL. Ça va juste être en fait des questions de seuil auxquelles vous pensez ne pas dépasser sur votre chiffre d'affaires annuel. Alors, je vois une question, mais alors je me demande si peut-être que Kevin a répondu, celle de Emmanuel Valner qui demande si le bail à domicile est limité à 5 ans. Le bail à domicile. Alors, si on parle de la fixation au domicile personnel du dirigeant, il y a effectivement une limite de 5 ans à partir de laquelle il faudra dans tous les cas pouvoir opter pour un bail commercial ou bien pour un contrat de domiciliation. C'est par principe censé être temporaire
puisqu'on part du principe que le dirigeant n'a pas vocation à accueillir l'activité de la société, toute la vie de la société à son domicile personnel. Le capital social, j'ai une question de Maxime Fury. Le capital social est-il bloqué lors du dépôt ou bien est-il possible d'utiliser la somme versée, régler les premiers investissements, marchandises et premiers frais? Le capital social, en fait, il est bloqué jusqu'à l'obtention du CABIS. Comme je l'ai indiqué, vous devez avoir l'attestation de dépôt de capital avant la création de société, c'est-à-dire que vous allez le mettre sur un compte en banque dédié à recevoir ce capital social, compte qui va être bloqué. Et une fois que vous aurez obtenu votre CABIS, qui marque la création de votre société, vous pourrez retourner voir votre banque avec le CABIS pour procéder à ce qu'on appelle la libération du capital social. Et donc là, il vous sera possible, du coup, de pouvoir bénéficier du montant qui avait été bloqué pour faire fonctionner la société. Simplement, le capital social restera un montant qui est bloqué, mais d'un point de vue comptable. Alors, je vois aussi, j'ai cru apercevoir à plusieurs reprises la question par rapport au nom de la société, notamment la question de Jean-Christophe Bertolini. Bonjour, est-ce que le nom d'une société, dénomination sociale, doit être unique en France et ou dans le monde? Alors, effectivement, là, on bascule dans un domaine qu'on appelle les marques, notamment si vous le souhaitez. C'est un service que propose également LegalStart. En effet, alors dans le cadre précis d'une société en France, vous pouvez déposer le nom de cette société uniquement en France et justement, il sera déposé uniquement en France. Chaque pays a sa compétence par rapport au domaine des marques. Une marque déposée en France ne vaut pas en Angleterre ou en Allemagne. Alors, c'est sur un point sur lequel il faut faire attention. Et évidemment, le risque, c'est d'utiliser notamment un nom qui pourrait on va dire, s'apparenter à soit une autre société dans le domaine que vous exercez, soit une grosse société. Malheureusement, il pourrait y avoir des problèmes sur un point de vue droit des marques, avec une certaine confusion dans l'esprit des consommateurs qui ne sauraient pas qui est qui. Donc, c'est un élément sur lequel il faut faire attention. Et je pense qu'on peut faire du coup une dernière question. Donc là, c'est une question de Zara Abada. Est-ce que les parts sont liées au montant apporté par chaque associé? Effectivement, c'est exactement ça. Les parts que vous allez détenir dans la société vont dépendre des apports que vous avez effectués à la création. Donc, si vous avez apporté 60% des parts sociales de la société, c'est-à-dire on avait un capital social divisé en 100 parts et vous avez souscrit à 60 de ces parts-là, dans ce cas-là, vous allez bénéficier de 60% de contrôle sur la société lors des diverses assemblées générales de celle-ci. Je sais qu'il reste encore de nombreuses questions, mais dans tous les cas, on ne pourrait pas aborder tout. Encore une fois, n'hésitez pas à directement regarder sur nos fiches pratiques qui sont disponibles sur notre site internet. Elles sont très complètes et on en a beaucoup sur plein de différents sujets, que ce soit des questions de fiscalité, que ce soit des questions de droit des marques, comme on a pu l'évoquer, ou de manière générale sur la création de société. Vous pourrez obtenir de nombreuses réponses. Évidemment, nos équipes restent à votre disposition. On a un chat qui est mis en place auquel vous pouvez poser des questions. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec des experts. Vous avez plusieurs du coup, possibilités à ce niveau-là. Paul, je te remercie énormément du coup d'avoir participé avec moi à ce webinaire. On vous remercie à tous d'être venus et du coup d'avoir pris le temps de nous écouter. On espère que vous avez désormais du coup une meilleure compréhension de la création de société et vous avez plus d'outils pour pouvoir lancer votre projet. Et évidemment, on vous souhaite le meilleur pour le lancement de ce projet-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Très bonne journée.